Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Europe Hebdo. Nous sommes au Parlement européen à Bruxelles. Et oui, les députés européens sont cette semaine à Bruxelles, mais la semaine prochaine, ils seront à Strasbourg. Un va-et-vient mensuel qui coûte au moins 100 millions d'euros. Alors faut-il en terminer avec cette navette permanente? Le débat agite toujours l'hémicycle. Mais d'abord, l'actualité avec le pacte allemand pour sauver la zone euro. L'Allemagne va-t-elle faire payer ses partenaires? Aux commandes, la mère la rigueur s'appelle désormais Angela Merkel. La chancelière allemande vient de siffler la fin de la récré dans la zone euro. Son credo, plus de discipline et de coordination pour que l'Europe redevienne compétitive. Tous les mauvais élèves au pain sec et à l'eau avec les mêmes règles pour tout le monde. À Berlin, Dublin, Athènes ou Porto. Attention, le message allemand s'applique à tous les partenaires européens. Et pour que les choses soient bien claires, Angela Merkel leur propose un pacte. Les pays les plus faibles seront secourus, mais ils devront en échange faire de vraies réformes, comme l'a fait l'Allemagne en son temps, à l'époque de la réunification, en imposant à sa population 10 années de serrage de ceinture. À ses côtés, Nicolas Sarkozy approuve. C'est donc une étape extrêmement importante qui est franchie, qui sera définitivement franchie au mois de mars, quand nous nous serons mis d'accord sur le contenu exact du pacte de convergence pour la compétitivité. Mais en coulisses, on connaît déjà les grandes lignes de ce pacte. Recul de l'âge de la retraite, harmonisation de l'impôt sur les sociétés et inscription de l'équilibre budgétaire dans les constitutions nationales. Telles sont les conditions imposées par l'Allemagne pour aider ses voisins. Qu'on se le dise, Berlin a accepté de payer pour la Grèce, pas de faire un chèque en blanc. Dans certaines capitales européennes, Bruxelles et Vienne notamment, les critiques fusent contre ce pacte jugé trop sévère et même la Commission européenne est réservée. Oui, mais voilà, sur fond de crise, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Alors, l'Europe doit-elle se mettre à l'heure allemande ? Voilà pour cette question et ce sujet signé Johan Rolla. Et nous accueillons cette semaine une figure de la vie politique polonaise et européenne, Danuta Hübner. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je vous pose la question, est-ce que les critères de la rigueur à l'allemande vont s'imposer à l'Europe ? Je suis très heureuse qu'on commence le débat sur la compétitivité de l'économie européenne. C'est clé aujourd'hui. Je crois qu'on a fait beaucoup de réformes par rapport au secteur financier. On a commencé aussi de réformer la gouvernance économique de l'Europe. Et maintenant, c'est la croissance. Pour la croissance, c'est la compétitivité. Donc vous félicitez de l'initiative d'Angela Merkel. Mais je crois que c'est le début des débats. Que j'espère que la Commission européenne va préparer les détails, qu'on va débattre, on va avoir un débat au Parlement européen aussi. On doit décider qu'est-ce que ça veut dire la compétitivité de l'économie européenne. J'espère que c'est un défi pour nous tous et c'est un défi différent pour l'Allemagne, c'est un défi différent pour la Pologne ou pour la Roumanie. Et ça, c'est pourquoi je crois que le débat est essentiel. Alors justement, chez vous en Pologne, est-ce que ce pacte pourrait faire peur dans un pays qui quand même se distingue par sa très bonne santé économique? Est-ce que ça peut avoir des conséquences directes sur ce pays, sur votre pays? Je crois que pour mon pays, pour Pologne, c'est très important de chercher des facteurs pour la croissance durable. Et sans penser sérieusement sur la compétitivité de l'économie polonaise, on ne peut pas achever le succès économique. Je crois qu'on doit, comme je dis, qu'il y aura des différences entre les défis et les instruments pour les pays comme l'Allemagne et les pays comme Roumanie. Les défis, le problème avec ce pacte, c'est qu'aussi, on a bien compris que ça veut dire que les citoyens européens vont devoir encore se serrer la ceinture. Je crois qu'aujourd'hui, les citoyens européens comprennent que la compétitivité est très importante pour nous tous parce que le défi de la Chine, qui pratiquement chaque jour se devient plus compétitif, c'est pour l'économie de l'Europe, c'est un défi énorme. Et sans
améliorer notre compétitivité. Ce n'est pas possible de dominer, de gagner dans les marchés globaux. Et je crois que c'est la Pologne, la France, tout le monde doit penser en termes de la compétitivité et doit chercher les chemins pour faire les citoyens bénéficier de la compétitivité. Mais pour bénéficier de cette compétitivité, elle implique aussi de faire des réformes qui peuvent être très brutales. Par exemple, le recul de l'âge à la retraite qui ne plaît pas à le contenu, c'est pour débattre, pour avoir le débat sur le contenu, parce que la compétitivité, ça veut dire aussi la productivité, et la technologie, et les recherches, et aussi le travail pour tous. Il y a beaucoup de facteurs, ce n'est pas seulement les retraites, ce n'est pas seulement la base d'impôts pour les entreprises. Il y a beaucoup de facteurs. Et j'espère que c'est le début de discussions sur la compétitivité. Ce n'est pas la décision. Est-ce que vous comprenez les réserves de certains pays, à commencer par la Belgique ou l'Autriche, qui redoutent quand même le prix à payer par absolument, parce que nous avons les systèmes nationaux sont très différents. Il y a beaucoup d'outils qui sont très importants pour la société. Ça, c'est pourquoi on ne peut pas assumer que l'Union a pris une décision sur le pacte de compétitivité. On commence le débat sur la compétitivité. C'est pour moi, ça c'est comme je comprends l'initiative de Mme Merkel et M. Sarkozy. Ce ne sont pas des décisions. En tout cas, pour l'instant, le pacte n'est pas du tout encore adopté. On va parler d'une autre question d'actualité, l'Égypte et la réaction européenne tardive par rapport aux événements qui se sont passés, qui se passent là-bas. Juste une question, parce qu'on en parle juste après. Vous, qui avez vécu par exemple la révolution de 1989 dans les pays de l'Est, que vous inspire cette révolte des peuples ? Je crois que les peuples du monde arabe ont réclamé les droits de l'homme. C'est comme en Europe de l'Est il y a 20 ans. Mais je crois qu'il y a beaucoup de similitudes, mais il y a aussi des différences énormes, je crois. Et les facteurs extérieurs à jouer dans notre transition un rôle clair. C'était l'adhésion potentielle à l'Union européenne, c'était un facteur clé qui n'existe pas ici. Et aussi, je crois que pour non-retour à le passé, l'adhésion à l'Union comme perspective était très important. Mais aussi la transition à la démocratie, ce n'était pas facile en Pologne aussi, mais je crois que tout le monde en Pologne a été en faveur. C'était le problème de le faire le plus vite possible. Le problème de le faire ou non le faire n'existait pas. Et ici, je crois que aussi les facteurs extérieurs, c'est pas clair. Il y a des peurs, il y a une peur énorme, je crois, de l'impact sur la stabilité économique aussi, mais il y a aussi des peurs des résultats de la situation d'aujourd'hui. Merci beaucoup Danuta Hübner d'avoir été l'invitée d'Europe Hebdo. L'Égypte, justement au cœur de l'attention européenne. Regardez ce tour d'horizon des télévisions européennes. Voilà, on montre notre passeport au barrage et voilà la place Tahrir au loin. Il y a peut-être 2000, 3000, 4000 personnes rassemblées ici. Difficile de donner un chiffre précis et mieux vaut ne pas s'attarder trop longtemps. C'est très difficile de filmer ici, même avec un téléphone portable. L'armée a dit qu'elle n'utiliserait pas la force. Donc chacun reste sur ses positions. Les manifestants veulent avant tout empêcher le retour à la vie normale au Caire. Si nous constatons dans la rue de Caire que la violence est orchestrée par l'État ou que l'État fait appel à des voyous pour s'en prendre aux manifestants, alors l'Égypte et son régime perdront la crédibilité et le soutien de la communauté internationale, y compris de la Grande-Bretagne. On a entendu ce matin également Catherine Ashton, la haute représentante de l'Union européenne, celle qui devait être en quelque sorte la ministre des Affaires étrangères, la voix de l'Europe, qui est très critiquée pour sa passivité tout au long de cette crise. Un parlementaire européen l'a qualifié même hier d'erreur de casting.
Catherine Ashton, qui incarne depuis le traité de Lisbonne la diplomatie, ne convainc pas, trop discrète et pas assez réactive pour de nombreux observateurs. Elle tente donc de rectifier le tir. J'ai parlé hier soir avec le vice-président égyptien Omar Souleyman. Il m'a expliqué ses 3 priorités: l'économie, l'équilibre institutionnel et l'ordre public. Voilà, et avec nous Christophe Garrache, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant à Bruxelles, rédacteur en chef adjoint d'Europarl TV et vous suivez de près les affaires européennes. Alors, tout le monde s'en prend à cette Madame Ashton, mais finalement, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? D'abord, revenons à l'essentiel. C'est quoi sa mission? Quel est son titre officiel? Elle n'est pas ministre des Affaires étrangères de l'Union. Ce n'est pas vrai. C'est un raccourci journalistique, très bien, c'est plus facile pour nous. Mais son vrai titre, il faut que je vous le lise, il est à rallonge. Elle est haute représentante des affaires extérieures et de la politique et de sécurité de l'Union européenne, vice-président de la Commission européenne. On a voulu ça. Il y a quelques années, quand le traité de Lisbonne était en discussion, les Britanniques se sont opposés clairement à ce qu'on ait en Europe un ministre officiel des Affaires étrangères, un porte-parole. On a eu Catherine Ashton, il ne faut pas se plaindre. Donc quand on lui reproche d'être absente, d'être totalement silencieuse au cœur des événements de la place Tahrir, c'est un mauvais procès finalement, puisque la diplomatie ne se fait pas aujourd'hui à Bruxelles ni chez Madame Ashton. Oui, les grandes nations de l'Union européenne continuent d'avoir la main mise. Nicolas Sarkozy l'a dit au Conseil européen, on a la chance d'avoir Catherine Ashton, mais ça ne nous empêche pas, nous, chefs d'État, de prendre la parole. La vérité, c'est qu'elle n'a pas la parole, qu'elle n'a pas d'espace médiatique et qu'elle n'en aura pas beaucoup. Il faut qu'elle s'impose, mais visiblement, c'est une erreur de casting. Je crois que c'est sur ce plateau même qu'on a déclaré qu'un un leader politique européen a déclaré que c'était une erreur de casting. Alors c'est vrai, en attendant, Madame Ashton dispose quand même du plus gros service diplomatique au monde, entre 3 000 et 5 000 fonctionnaires. Qu'est-ce qu'ils attendent, tous ces fonctionnaires, pour se mettre au travail avec elle, aux côtés de Madame Ashton? 1, je crois qu'ils sont déjà au travail. 2, ce gros service, ce service d'action extérieure, il est à peine opérationnel. N'oubliez pas, il a été créé par le traité de Lisbonne il y a 1 an, c'est rentré en vigueur. Aujourd'hui, ils ne sont même pas installés dans un bureau, ça sera pour le printemps, le mois de mars peut-être. Voilà, donc sur le papier, il y a des forces en présence, il faut s'organiser, il faut se structurer, il faut réfléchir, faire des papiers de stratégie, des analyses. Voilà, ça va prendre du temps et peut-être qu'il faudra attendre 3 ou 4 Catherine Ashton pour peut-être voir un vrai service d'action extérieure opérationnel, efficace et surtout respecté. Efficace, opérationnel, respecté et qui soit aussi capable de définir une diplomatie véritablement européenne et de s'imposer notamment dans des régions où l'Europe actuellement n'a pas la main, comme par exemple au Proche-Orient. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire l'Europe? Quelle feuille de route? Alors, déjà, les eurodéputés ont parlé d'un plan Marshall pour la Tunisie, mais aussi, pourquoi pas, pour l'Égypte. La Commission européenne a réagi. Le commissaire européen aux affaires de politique de voisinage a déclaré qu'il fallait réorganiser l'offre et l'aide technique, le soutien financier. Le problème, c'est que l'Union européenne n'a pas beaucoup d'argent. Hein. Il faut être clair là-dessus. Donc, il faudra réfléchir. Ça va prendre un peu de temps. Moi, je fais le pari que d'ici peut-être 2 ou 3 ans, on y verra sans doute un peu plus clair. Mais est-ce que l'Europe n'aura pas raté le coche une fois de plus? Ça, c'est une autre histoire. Alors, en tout cas, on fait le pari, des moyens existent et laissons temps à Madame Ashton de s'installer. Alors, merci d'avoir été avec nous ici à Bruxelles, au Parlement européen. Le Parlement européen qui siège aussi à Strasbourg. On le sait maintenant. On en parle dans un instant avec François Bedonnet qui reçoit Catherine Trautmann. Mais d'abord, regardez ce reportage signé Hélène Mangiardi, Juliette Turette. Aller au travail avec sa valise, à Strasbourg, ça n'a rien d'inhabituel. Le bâtiment a beau être le siège officiel du Parlement européen, en réalité, il s'agit plutôt d'une résidence secondaire qui ouvre ses portes seulement 4 jours par mois. À chaque fois, 3000 personnes font le déplacement. Parmi eux, Loïc et Brice. Ces 2 assistants parlementaires arrivent, comme tout le monde, de Bruxelles. Première activité de la journée, déballer leurs affaires. Elle est arrivée ce matin. Elle repartira vendredi dans la journée. Leur vie est rythmée par ces allers-retours mensuels. À Bruxelles, le boulot. À Strasbourg, plutôt ambiance, colo. Pour la chef. C'est amusant de venir à Strasbourg. C'est une semaine où voilà, on dort à l'hôtel ici. C'est une semaine de loisirs un peu quand on vient à Strasbourg. Mais concrètement, non, c'est fatigant.
On a des journées extrêmement longues, plus de 5 heures de trajet aller et retour. Ça n'a pas d'intérêt. Maggie a renvoyé le texte. Il travaille avec Karima Deli, élue du groupe Vert depuis 2 ans. Elle milite pour un siège unique à Bruxelles et pas seulement avec des arguments écolos. C'est coûteux, c'est pas du tout écolo et puis c'est un peu fatigant. Voilà, j'ai bien résumé. À l'heure de l'austérité budgétaire, le coût est l'argument coup de poing des anti-Strasbourg. 200 millions d'euros par an pour travailler dans 2 lieux différents où tout est dupliqué à l'identique. Les bureaux, l'hémicycle et même l'imprimerie. 15 imprimantes laser, dernier cri, fonctionnent 3 jours par mois seulement. Le reste du temps, elles sommeillent comme le reste du bâtiment. Et pour assurer les transferts entre les 2 sièges, le Parlement possède son propre service de déménagement. 40 personnes pour déplacer 3000 malles tous les mois dans 30 camions. Mais pour les pro-Strasbourg, qu'importe le coût, le symbole politique, lui, n'a pas de prix. Ces populations de l'Est de la France et de l'Ouest de l'Allemagne, de chaque côté du Rhin, ont tellement souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale que nous avons le devoir, pendant au moins un siècle, de respecter ces symboles. Mais en tout cas, je trouve d'une grossièreté historique sans nom de remettre sans cesse en cause, au motif financier, alors qu'on est prêt à faire d'autres dépenses que je ne trouve pas très utiles, les bases philosophiques et historiques de ce traité de Rome d'abord et des autres traités qui ont suivi et qui séparent les institutions. À l'argument historique s'ajoute une réalité économique. Le siège coûte cher à l'Union, mais rapporte beaucoup à Strasbourg. Pendant les semaines de session, tous les hôtels affichent complets. Ils sont même réservés d'année en année. Dans son restaurant, à la Victoire, Marie-Claude Reich, la patronne, sait qu'elle peut compter 50 couverts supplémentaires par jour quand les parlementaires sont à Strasbourg. C'est le mercredi soir où nous avons toujours un groupe de parlementaires allemands qui viennent, enfin ils ont une réservation qui est fixe. Alors ça peut être 5, ça peut être 10. Donc ça fait vraiment un gros impact ici sur Strasbourg, cette session. Et on ne voudrait pas ne plus la voir, ça c'est sûr. Bien bon appétit. Merci. Conscients de l'enjeu symbolique et économique, les anti-Strasbourg imaginent des scénarios bis pour recycler ce bâtiment. Ici, la France pourrait avoir le comité des régions ou le comité économique et social, et mieux encore, une grande université avec une vraie orientation européenne. La France pourrait être l'endroit où se joue le futur de l'Europe, mais malheureusement, elle ne veut pas saisir cette opportunité, du moins pour l'instant. Sur leur site, les anti-Strasbourg ont réuni plus d'1 million de signatures pour un siège unique à Bruxelles. Un chiffre qui ne pèse pas grand-chose face au lobbying intensif de la région Alsace et de l'État français. Le maire de la ville a fait passer le message lors de ses vœux aux institutions européennes. Je ne suis pas d'accord pour qu'on donne des miettes à Strasbourg. Je dis que Strasbourg a une identité. Elle a une histoire européenne très ancienne, qui remonte au IXe siècle, avec les fameux serments de Strasbourg. Il n'est pas question qu'on fasse un marchandage quelconque. Vous aurez peut-être une université, ou vous aurez peut-être ceci, ou vous aurez peut-être cela. Pour faire taire certaines critiques, le maire s'est engagé auprès du président du Parlement européen à mieux connecter la gare et l'aéroport de Strasbourg au reste de l'Union européenne. Les premiers effets devraient se faire sentir en 2013. Alors voilà pour ce reportage à Strasbourg signé Hélène Mangiardi. Retour donc à Bruxelles. Nous avons été rejoints par Catherine Trottmann. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de la délégation socialiste ici au Parlement européen. Vous avez été également maire de Strasbourg. Vous êtes vice-présidente de la communauté urbaine de Strasbourg. Est-ce que les citoyens européens, à votre avis, peuvent comprendre que le bâtiment qu'on vient de voir dans ce reportage soit vide 300 jours par an ? La question est réelle et elle remonte aux décisions ou à l'absence de décision initiale. En fait, l'Assemblée de la première forme de l'Union européenne, l'Assemblée de la communauté du charbon et de l'acier, s'est installée à Strasbourg en 1952.
la Commission et l'exécutif, c'est-à-dire le Conseil, se sont établis à Bruxelles. Puis on a décidé d'installer les cours à Luxembourg, cours de justice. Et donc je crois qu'aujourd'hui il y a une vraie vocation des trois capitales, comme je les appelle. La capitale exécutive est à Bruxelles, la capitale juridique est à Luxembourg, Cour des comptes, Cour de justice, et la capitale parlementaire est à Strasbourg. Et pourquoi est-elle à Strasbourg? Il y a le Conseil de l'Europe, qui est l'assemblée représentative de tous les membres du Conseil de l'Europe, plus de 40 pays. Et puis il y a le Parlement européen. Et pourquoi le Parlement européen à Strasbourg? Parce que la France est tout simplement le pays qui, par la réconciliation franco-allemande, a permis au projet européen d'exister. Mais est-ce qu'on ne peut pas... Bon, c'est important, la construction européenne se fait sur l'histoire, mais cette histoire maintenant commence à être ancienne. Est-ce qu'on ne peut pas, pour des raisons d'efficacité, parce qu'en fait le travail, enfin, vous le savez évidemment très bien, mais le travail se fait quand même essentiellement ici à Bruxelles. Est-ce que pour des raisons d'efficacité, on ne pourrait pas mettre tout le monde ici et tout le temps ici à Bruxelles? Alors je pense qu'il y a une question d'efficacité du travail. Le débat sur le siège unique peut être posé dans l'autre sens. Le siège du Parlement européen est à Strasbourg depuis le traité d'Amsterdam. Et c'était en 1992 que les accords d'Édimbourg l'ont fixé. Donc vous voudriez qu'en fait que on pourrait imaginer que le siège du Parlement et les activités du Parlement européen se tiennent à Strasbourg. Siège unique mais à Strasbourg. Siège unique mais à Strasbourg. Dans le respect, je dirais, de la répartition des pouvoirs. Je crois qu'il est extrêmement important que le Parlement européen marque son indépendance et sa capacité de contrôle. J'ai constaté que quand les sessions plénières se tenaient à Bruxelles, la presse était plus intéressée par les messages de la Commission que par l'activité et les messages des parlementaires. Et concernant le coût, qui est toujours l'argument principal utilisé, on attribue à Strasbourg le coût des deux implantations, des deux lieux de travail, ou des trois, alors qu'en réalité, les parlementaires se déplacent de leur pays aussi à Bruxelles, et il faut également comparer ce qui est comparable. Évidemment, je sais que beaucoup de parlementaires ont choisi d'acquérir un logement et de s'implanter à Bruxelles, mais dans le principe, nous sommes, c'est notre réalité, plutôt nomade. Nous avons à rester liés à notre circonscription et notre terrain. C'est important de garder cette proximité avec les électeurs. Donc voilà, c'est la vocation de notre Parlement. On va voir un aspect, on a vu dans le reportage une personne qui est propriétaire d'un restaurant, Catherine Trottmann. Elle a une question à vous poser. On l'écoute. Ma question est, quels sont vos plans d'action pour maintenir le Parlement européen à Strasbourg? Alors c'est tout simple, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord faciliter les liaisons entre Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, soit dans un premier temps par les liaisons TGV par Charles de Gaulle qui permettent en fait d'être connectés à l'Europe entière. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que pour l'instant c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Venir par exemple de Bruxelles à Strasbourg, c'est voilà. terrible. Mais il faut dire aussi que la Belgique, contrairement au Luxembourg, s'est toujours opposée à ce qu'on ait un train ultra rapide entre Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. Donc ça, cette liaison aujourd'hui est davantage envisagée et le lien entre les trois villes défend cette hypothèse. Ça c'est l'aspect transport. Juste peut-être une question sur l'aspect politique. Est-ce que vous avez le sentiment, puisque ce débat revient en plus, là il y a encore des initiatives ici au Parlement européen, est-ce que vous avez le sentiment que la France, que le gouvernement français est toujours aussi à cheval? Est-ce qu'il défend toujours le siège du Parlement à Strasbourg ou finalement non, plus trop? Vous savez, le siège du Parlement européen a été fixé à Strasbourg avec en contrepartie ce qui était défendu et ce qui peut toujours être défendu, une certaine décentralisation de l'Europe. Ce qui est contesté aujourd'hui à Bruxelles. Vous sentez une volonté J'ai senti qu'il y avait un flottement pendant un certain temps, puis plus de détermination. Le Premier ministre l'a dit, il défend Strasbourg et il défend sa vocation parlementaire, de capitale parlementaire. Donc je compte beaucoup, comme le maire de Strasbourg et mes collègues, sur l'engagement du gouvernement, notamment dans le contrat triennal qui souligne et facilite le soutien à cette vocation européenne de la ville. Je parlais des transports aériens. Je peux parler également de notre vocation qui est liée à la capitale des droits de l'homme, avec la Cour européenne et le siège au fond de toutes les institutions. Et on le voit aujourd'hui avec les événements en Afrique du Nord, combien la démocratie est un élément central dans la construction européenne et l'équilibre du monde. Donc voilà, c'est ça la vocation aussi de Strasbourg. Si vous aviez juste, je dirais, là il y a des téléspectateurs qui nous regardent, ce sont comme nous des citoyens européens, donc ils payent aussi pour le Parlement
européens, donc ils savent que ça coûte de l'argent, le fait qu'il y ait Bruxelles et Strasbourg. S'il y avait un seul argument pour les convaincre que le Parlement doit rester à Strasbourg, ça serait lequel? Il y a deux arguments. Un argument politique qui est que si on commence à remettre en cause le siège de Strasbourg, il faut remettre en cause le siège, par exemple, de la Banque centrale pour l'euro. Il faut revenir sur toutes les discussions qui ont réparti, grâce à cela, des agences et des organismes importants dans l'Europe. Et puis, le deuxième argument, qui n'est pas un argument politique, c'est l'argument de l'organisation du travail. On peut faire plus à Strasbourg, je le souhaite, et en particulier plus avec les citoyens européens. Catherine Trossmann, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va rester, comme chaque semaine, je dirais, dans l'Europe pratique. Vous savez qu'on a un téléspectateur qui, chaque semaine, nous pose une question. Et c'est Europe Direct, notre partenaire, qui y répond. Cette semaine, la question est une question de Julie, de Montpellier. Alors, la question est la suivante. Elle dit « Je sais que le programme Erasmus permet de faire des études universitaires dans un autre pays de l'Europe. Mais y a-t-il aussi de l'aide pour ceux qui veulent effectuer un stage ?» On écoute la réponse. Le programme Erasmus permet d'obtenir une bourse pour aller étudier à l'étranger, mais aussi pour effectuer des stages. Il y a deux conditions à remplir. Ils doivent durer de 3 à 12 mois et être effectués dans un autre pays européen. Pour plus d'informations, adressez-vous au bureau international de votre université. Voilà, et si vous aussi vous avez une question très concrète, très pratique à poser à Europe Direct, vous pouvez le faire au numéro de téléphone suivant, le 00 800 6 7 8 9 10 11. Voilà, c'est la fin d'Europe Hebdo. Catherine Trossmann, encore merci. Merci à tous de votre fidélité et bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires. Merci à vous.